On va maintenant s'attaquer au problème des transformations géométriques. Donc, comment les traiter, comment les réaliser. Et on va le faire d'un point de vue mathématique avec des matrices de transformation, de rotation, de translation, et ainsi de suite. C'est un sujet quand même assez difficile. Il peut paraître simple. Les équations peuvent être relativement simples, mais c'est de comment construire la chaîne d'équations, la chaîne des transformations qui est souvent problématique. C'est là qu'on va faire des erreurs. Donc, c'est important de prêter quand même une bonne attention. On va sûrement compléter tout ça avec des exercices qu'on va vous donner aussi à faire à la maison. Mais je vous dirais quand même de porter très, très attention aux détails ici. Là. Le diable est dans les détails, comme on dit en anglais. Là. C'est important d'être bien rigoureux lorsqu'on vient faire ces transformations-là géométriques. Ça fait intervenir le concept donc, de repère. Donc, un repère, c'est des axes X, Y, Z, par exemple. Donc, j'ai une origine de mon système d'axes. Et un des problèmes qu'on a en robotique, quand je dis problème, c'est des tâches qu'on doit accomplir souvent, c'est de transférer des points de référentiel à l'autre. Je m'explique. Imaginez que vous avez votre robot ici, avec un système d'axes X, Y. Ça va être un robot ici en 2 dimensions, pour le cas général en 3 dimensions aussi s'applique. Donc, je vais avoir mon référentiel robot, souvent ce qu'on appelle le référentiel local. Et mon robot, par exemple, va découvrir un obstacle à la position 1, 3 dans les coordonnées du robot. Parce que, par exemple, il utilise un lidar ou une caméra et il trouver donc un point de repère ou un obstacle à cet endroit-là. La coordonnée de ce point-là, ça va être 3, 1 dans le repère. Pardon, ce serait 1, 3. Petite erreur ici. Ce serait 1, 3 dans la coordonnée du robot. Mais j'ai aussi notre référentiel global, donc la carte, si vous voulez. Et je vais maintenant, par exemple, si je fais une carte 3D, je vais être capable de placer ce point-là dans la carte globale. Donc, je dois connaître la position du véhicule par rapport au repère global ici, que j'ai marqué en YM, de sorte que, par exemple, je pourrais calculer que la position de ce point-là ici, ce serait 12,7 dans la position globale de la carte. Vous vous rappelez la vidéo là, du Harpslam, on voyait des petits points apparaître partout. C'est un peu ça, on vient placer nos points. Non pas dans un repère local. On les trouve dans un repère local, le repère de la caméra. Éventuellement, on va les placer dans un repère global. Donc, il faut être capable donc, de transformer les coordonnées cartésiennes facilement d'un repère à l'autre. Donc, un autre cas de figure très important, c'est le cas de la caméra. Hein? Les points existent dans l'univers, mais lorsque vient le temps de faire la projection dans notre caméra, il faut être capable de transférer donc, les coordonnées d'un point. Les coordonnées d'un point doivent être exprimées dans les repères de la caméra. Donc, si vous vous rappelez l'axe optique Z ici, là, qui est l'axe dans le fond dans lequel la caméra regarde. Donc, ça va bien si tous mes coordonnées sont exprimées dans le repère de la caméra. Je prends simplement mon vecteur ici, qu'on va voir en coordonnées homogènes. Là. Donc, j'ai ma matrice de projection P et je vais avoir la projection ici dans le plan image. Mais si mon point est exprimé dans le repère du monde et je connais la transformation entre le monde et la caméra, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une opération de transférer les coordonnées monde vers les coordonnées caméra avant de pouvoir faire la projection avec les matrices de projection, ce qu'on appelle la matrice intrinsèque. Donc, c'est important d'être capable et vice-versa, si je trouve une coordonnée d'un point dans la caméra, dans le repère caméra, je dois être capable de l'exprimer dans le repère global, le repère du monde. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement commun et qui est aussi extrêmement fastidieux à établir. Le calculer, c'est très vite, mais c'est plutôt d'établir les relations qui est très, disons, qui est très sujet à faire des erreurs d'inattention. On voit un exemple ici provenant d'un dataset, le Kitty Dataset, qui est un jeu de données qui est très utilisé en robotique, en véhicule autonome. Vous avez par exemple, si vous avez un Velodyne, vous avez une centrale inertielle ici, vous avez une paire de caméras stéréo, et ils vont indiquer la dimension de toutes les parties du véhicule. Et en particulier, ils vont donner des matrices, donc on appelle des matrices de transformation, par exemple, pour trouver c'est quoi comment transformer une coordonnée AMU ou GPS en coordonnées par rapport à notre lidar de Velodyne. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle vélo, c'est Velodyne. Et aussi, ils vont avoir des matrices pour nous dire c'est quoi la transformation entre un Velodyne, la position du centre du Velodyne par rapport à la caméra. Ici, ce sera la caméra de droite.
et ainsi de suite. Donc, c'est important d'avoir ces matrices-là pour dire que si je vois un point, par exemple, ici dans mon lidar, à quel endroit devrait-il se situer dans le repère caméra, de sorte que je peux, dans le fond, venir imager ce même point-là avec la caméra. Et là, je pourrais, par exemple, donner une couleur à mon... je prendrais le pixel correspondant à ce rayon laser-là. Avec la matrice de transformation, je peux dire maintenant, je peux mettre une couleur sur l'impact laser. Important, on va utiliser une convention qui va nous aider à éviter de tomber dans des pièges. Vous avez ici un point P. Vous avez notre système d'axe X, Y ici. Puis, je vais appeler le repère B. Donc, c'est mon repère B ici. On va dire donc, j'ai la coordonnée du point P telle qu'exprimée dans le repère B. Donc, on va utiliser la notation en anglais de superscript, donc l'exposant, devant la lettre pour dire voici dans quel repère est exprimée une coordonnée. Une coordonnée 2D ou 3D, ça peut être représenté par un vecteur, donc qui part de l'origine et qui s'en va vers un point. Donc, j'aurai ici, par exemple, donc le BP, ça serait un vecteur donc qui part de l'origine du repère B qui s'en va à un point P. Disons que j'ai maintenant deux systèmes d'axes, donc deux repères. J'ai le repère B ici en rouge, j'ai le repère A ici en bleu, et le repère B est situé à l'origine du repère B, est situé à la coordonnée 10, 5 du repère ou du référentiel, c'est un autre terme qu'on utilise, le référentiel, du référentiel A. Donc, on voit ici, c'est une opération de translation. Les axes, vous voyez l'axe X ici et l'axe X ici, ils sont parallèles, donc il y a peu de rotation. Donc, on va dire que j'ai une opération de translation du repère B exprimé dans le repère A. C'est littéralement l'origine ici du repère B, où est-ce qu'il se situe par rapport au référentiel A. Vous avez un vecteur ici, donc le AB translation. Et la position du point P ici, maintenant, si je veux l'exprimer dans le repère A, donc le repère ici, donc ça va être l'addition de deux vecteurs. Le vecteur ici qui part de l'origine de A qui s'en va vers l'origine de B, et un vecteur qui part de l'origine de B qui s'en va vers P. Et la somme de ces deux vecteurs-là m'a donné la position ici, donc la position du point P telle qu'exprimée dans le repère A. Oui, c'est le vecteur ici. Donc, c'est pas compliqué, là. C'est simplement la position du point P telle qu'exprimée dans le repère B plus la translation donc, du repère B tel qu'exprimé dans le repère A. Donc, la position d'origine de B dans A. Donc, si c'est des vecteurs, c'est pas compliqué, vous vous rappelez, on va simplement additionner les entrées une à une. Donc, tant que mes repères A et B ont les mêmes orientations, ça va, c'est juste des translations. Les translations, je peux les faire dans n'importe quel ordre. Le problème va commencer à surgir lorsque je vais inclure les rotations. Les rotations sont plus difficiles, disons, à traiter. Donc, une rotation, on va la définir. Donc, je vais avoir mon système d'axe ici, XY. Je vais avoir l'origine de mon système d'axe. Et là, j'ai un point ici, P1. Donc, lorsqu'on va faire l'opération de rotation, ce qui va se produire, la rotation va toujours s'exécuter au centre, ici, là, à l'origine d'un système d'axe. Donc, et aussi de la rotation, disons, dans un plan. Donc, ça va être un angle θ qui va être anti-horaire important. Vous voyez ici, lorsque je vais faire une opération de rotation appliquée sur le vecteur ici, j'obtiens le vecteur ici qui a subi, vous voyez, une rotation d'un angle θ. Je te répète, l'origine de la rotation va être l'origine du système d'axe. La rotation est une opération linéaire lorsqu'on l'applique, mais la matrice qu'on utilise pour faire l'opération de rotation contient des termes non linéaires. Sans grande surprise, c'est des cosinus et des sinus. La matrice de rotation en 2D, donc c'est cosinus, cosinus sur la diagonale, donc cosinus de l'angle. Et je vais avoir moins sinus de θ et sinus de θ sur les parties hors diagonale. J'ai ma matrice de rotation R ici. Et lorsque, dans le fond, je vais trouver la position du nouveau vecteur P2 après rotation, donc ce que ça va être une prémultiplication. Je vais prendre mon vecteur P1 ou la position P1 si vous voulez.
Je prémultiplie ça par la matrice R et ça va me donner maintenant la position P2 pour dans le fond, une opération de rotation. Petit rappel dans la taxonomie des matrices, les matrices de rotation, on appelle souvent les special orthogonal. Le N ici, c'est le nombre de dimensions. Dans ce cas-ci, ce serait SO2, puisque c'est en 2 dimensions. Donc, ce sont des matrices réelles, carrées, orthogonales, avec un déterminant de 1. Ça va être important plus tard parce que, sachant cette propriété-là, ben, calculer l'inverse des matrices de rotation va être très rapide. Donc, un exemple de rotation en 2D. Disons que j'ai un rectangle que je vais faire tourner. Bien entendu, les rotations, c'est toujours autour de l'origine du système d'axe, donc ça va être autour de 0, 0. Et je vais tourner mon rectangle de 15 degrés. Donc, ce qu'on va faire, c'est genre des points, genre 4 points qui vont être les 4 coins de mon rectangle. Je dois calculer c'est quoi ma matrice de rotation ici, donc c'est 15 degrés. Vous voyez ici numériquement la matrice de rotation, ce que ça a l'air. Et chacun des points ici, je vais les prendre, ils vont venir multiplier la matrice, ça va me donner la nouvelle coordonnée ici après la rotation. Donc, par exemple, si j'ai un rectangle, pardon, vous voyez ici, j'ai un coin à 0, 0, un coin à 2, 0, un coin à 2, 1 et un coin à 0, 1. Donc, j'ai pris la notation MATLAB, mais en Python, ça va être à peu près la même chose. Là. Donc, vous voyez ici, j'ai fait une matrice qui contient les 4 points pour accélérer les choses. J'ai calculé mon angle de rotation en radians. J'ai créé ma matrice de rotation. Et avec cette ligne de code-là ici, donc vous voyez ici, j'ai pris ma matrice qui contient mes points, les multiplier par la matrice de rotation et P2, dans le fond, me donner maintenant les nouvelles coordonnées des points après rotation. Donc, vous voyez ici maintenant, on a bel et bien un rectangle qui a tourné de 15 degrés. Donc, vous voyez comment c'est une notation qui est extrêmement compacte et comment c'est rapide aussi à exécuter. C'est simplement des opérations matricielles à faire. Donc, c'est bien parce que à peu près toutes les librairies maintenant sont optimisées pour faire du calcul matriciel assez efficacement. Donc, si j'aurais, par exemple, 350 000 points à faire tourner autour de l'origine, ça se ferait quand même très rapidement sur un processeur moderne avec une bonne librairie. Donc, sans grande surprise, on va être capable maintenant de bien traiter le cas où j'ai un repère qui a subi une rotation par rapport à un autre repère. Donc, imaginez ici, j'ai un repère B en rouge qui est à 45 degrés dans le sens antihoraire du repère A ici en bleu. Donc, et là, j'ai un point exprimé ici, donc dans le repère B. C'est le point P exprimé dans le repère B. Et disons qu'il est à la coordonnée 9, 16. Vous voyez ici. Le point P tel qu'exprimé dans le repère B, c'est 9, 16. Donc, on le voit apparaître ici. Maintenant, je vais trouver la coordonnée du point P selon le système d'axe A. Donc, vous voyez ici. Donc, mon référentiel A. Donc, il va y avoir une rotation qui doit se faire parce que mes systèmes d'axe, il y a eu une rotation. Donc, ça va être le point P exprimé dans le repère A est égal à le point P exprimé dans le repère B fois la matrice de rotation qui indique, dans le fond, l'angle de B tel qu'exprimé dans le repère A. Donc, c'est l'équivalent de faire tourner le système d'axe, comme j'ai fait tourner le rectangle à l'image précédente. Là. Mais lorsque je vais appliquer la matrice R, lorsque la matrice R ici vient multiplier ici le coordonnée du point P, dans le fond, on peut le voir aussi comme étant faire tourner le système d'axe. Dans l'animation, on va bien le voir, ce qui va se produire, je vais vraiment tout faire pivoter d'un angle θ. Donc, clairement, maintenant, mon point P qui est ici, on voit maintenant qu'il est exprimé dans le repère. Dans le fond, on peut voir la position qu'il prendrait dans le repère A après avoir fait tourner. Donc, la position du point P telle qu'exprimée dans le repère A, ça va être la matrice de rotation ici, 45 degrés dans le sens antihoraire, fois la coordonnée du point P exprimée dans le repère B, donc en rouge ici. Ça me donne la coordonnée 4.9 et 17.7. Et visuellement, c'est toujours important. Quand vous travaillez avec vos matrices de rotation, si c'est possible, visualiser. Donc, on voit ici très bien, j'ai mon axe X. Donc, on voit ici le point P va avoir une valeur légèrement négative en X, moins 4.9, et une valeur relativement grande en Y, 17.7. Donc, ça m'assure, c'est une espèce de sanity check, là, ça m'assure que j'ai fait ma bonne
la bonne transformation. Alors que si vous vous tournez la tête de 45 degrés, vous pouvez bien voir que le point P est vraiment à 9,16 dans le repère rouge. OK. C'est bon? Donc, on a vu translation, on a vu rotation pure. Là, on va s'amuser. Ah oui, c'est vrai, petit truc. J'ai mis ici les trucs là. C'est pour ça qu'on utilise une notation quand même assez stricte au niveau de la notation. Parce que vous voyez comme ici, le B est un exposant, ici, le B ici est un indice. Donc, souvent, on peut comme le voir visuellement que les deux B ici viennent s'annuler. Le B d'un indice annule le B d'un exposant de sorte que j'exprime maintenant P dans le repère A. Donc, c'est une espèce de petit truc qu'on a pour essayer de ne pas faire d'erreur. Donc, maintenant, pour un cas plus générique, où ce que je vais avoir une translation et une rotation, et ça, c'est important. On peut représenter n'importe quelle transformation par une rotation et une translation. Donc, même si ma caméra fait plusieurs centaines de translations et de rotations, au final, le résultat, je peux l'exprimer par, dans le fond, une combinaison d'une translation et d'une rotation. Il faut bien voir ça. Donc, imaginez ici, j'ai mon repère en bleu ici, en rouge ici, mon repère B, mon repère A en bleu. Donc, j'ai un point P ici et je connais l'angle ici vous voyez ici, le repère B par rapport à A, il a subi une rotation de 45 degrés. Donc, je dois aussi savoir l'origine du repère B selon une translation en fonction du repère A. Et là, ce qu'on veut maintenant se retrouver, c'est la coordonnée du point P telle qu'exprimée dans le repère A, donc le vecteur ici. Vous voyez ici, j'ai ma translation, j'ai une rotation, j'ai eu ma translation. Et là, je vais retrouver, dans le fond, ce vecteur-là ici, AP, qui correspond à la coordonnée du point P exprimé dans le repère A. Je connais ça ici, je connais ça, je connais ça. Donc là, j'ai suffisamment d'informations pour pouvoir pour résoudre ce problème-là. Donc, visuellement, on peut le voir comme ceci. Imaginez que je place mon repère qui contient le point P à l'origine du repère A. OK. Lorsque je vais faire une rotation, donc ce qui va se produire, c'est qu'il va faire une rotation de 45 degrés, par exemple. Et après ça, vous voyez ici, là, j'ai fait la rotation. Et après ça, on va faire la translation. Vous voyez, quand je fais la translation, pouf. Dans le fond, maintenant, tout coïncide. Donc, ça veut dire que mon point P qui a subi ces transformations-là va correspondre donc à la position dans le fond, du point, mais exprimé dans le repère A. L'autre façon de le voir, c'est de le faire à l'envers, si vous voulez, c'est de dire j'ai mon point P, une rotation R qui est celle-ci, puis après ça, j'ai eu la translation T qui est appliquée par la suite. Donc, l'ordre va être très important ici. Donc, on voit ici, je peux maintenant, toujours basé sur le fait que je peux représenter toute transformation par une translation et une rotation. Donc, vous voyez ici, je peux maintenant retrouver la coordonnée du point P en A suivant une rotation et une translation. Ça, je le répète, l'ordre est extrêmement important. Et aussi, c'est rappelé que la rotation se fait toujours autour de l'origine d'un système d'axes. Et c'est souvent là que les pièges vont arriver, c'est qu'on oublie de tenir compte de l'ordre et on va faire les opérations peut-être dans le mauvais ordre et là, les résultats ne seront pas bons. Ce qui est un peu plate en ce moment, c'est qu'on a vu que la rotation, je peux l'exprimer en fonction d'une multiplication de matrices et que la translation, c'est une addition de matrices. Et ce n'est pas très élégant. Okay? Parce que imaginez que j'ai la situation où, par exemple, j'ai un point P dans un repère B et je connais dans le fond la transformation entre B et A. Donc, ça veut dire que maintenant, j'ai une rotation-translation qui me permet d'exprimer P dans le repère A. Imaginez maintenant que j'ai un autre chaînage ici, que j'ai un repère C. Je connais la transformation entre C et A. Et je connais la transformation entre A et B. Donc, j'ai la chaîne au complet. Et là, ça veut dire que je peux transférer, dans le fond, je peux retrouver la coordonnée du point P exprimée dans le repère C, selon l'équation ici. Mais vous voyez comment ça grossit, mais ce n'est pas très joli dans le sens que j'ai fait P multiplié par R, j'additionne un T, après ça, le résultant, je le multiplie par R, après ça, j'additionne T, et ainsi de suite. Ça ne va pas être très, très beau au final. Ça provient du fait qu'on travaille en coordonnées cartésiennes.
Donc, en cartésien, une translation va être une addition. J'ai un vecteur ici qui est additionné par un autre vecteur, va me donner un nouveau vecteur. Si j'utilise les coordonnées homogènes, ce qui devient intéressant, c'est que si je choisis comme troisième dimension 1, lorsque je passe de 2 à 3D, par exemple, ou 1 si je passe de 3 à 4 le dernier terme, eh bien, la translation va devenir aussi une multiplication. Par exemple, vous avez ici la nouvelle coordonnée que je vais avoir, et vous avez ici donc les coordonnées d'origine, la translation. Donc, on voit bien que si je prends ce vecteur-là et je multiplie par cette matrice-là, vous voyez ici, ma matrice, c'est matrice identitaire, j'ai un ici, avec un vecteur de translation. Et ici, j'ai bel et bien une coordonnée homogène, donc j'avais 2D. J'ai rajouté une troisième dimension qui est 1. Pour passer de homogène 3 à 2D cartésien, il faut que je prenne le premier terme que je divise par le troisième et divisé par 1, dans le fond, ça revient à faire l'identité. Donc, on peut bien, si on fait le calcul dans le détail, là, on voit ici, par exemple, que pour le x2, j'aurais x1 fois 1 plus 0 fois y1 plus 1 fois tx1. On voit ici. Donc, ça revient à faire x1 plus tx1. Même chose si vous le faites dans le détail, là, ça revient à y1 plus ty1. Donc, vous voyez vraiment ici, j'ai fait la translation. Le troisième terme reste inchangé. Ça reste en même. Donc, c'est ce qui est intéressant avec les coordonnées homogènes. Non seulement nous avaient aidé pour les caméras, elles vont venir nous aider aussi pour les opérations géométriques. Donc, maintenant, maintenant, je peux exprimer une translation non plus comme une addition, mais comme étant une multiplication. Encore là, la matrice vient avant le point. La rotation aussi va demeurer maintenant une multiplication. Et voyez ici la matrice de rotation, ça va être quoi? On a la sous-matrice de rotation qu'on avait déjà vue précédemment, donc cosinus, cosinus, moins sinus et sinus. La troisième colonne, simplement, ça va être 0, 0, 1. Coordonnées homogènes. Donc, vous voyez, si vous faites le produit du vecteur ici avec la matrice ici, dans le fond, ça va faire cosinus θ de x1 moins sinus θ de y1. Vous avez ici le terme 0 qui va venir annuler ça. Même chose ici, et ainsi de suite. Donc, j'obtiens vraiment une rotation. Donc, maintenant, je peux exprimer le point P2, disons, c'est le point P1 qui subit une rotation. Donc, vous voyez ici, pré-multiplié par la matrice R. Donc, le message ici, c'est qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir être capable de faire mes translations et les rotations en utilisant des multiplications de matrices, non plus des questions d'addition pour la translation. Donc, ça va comme unifier un peu notre langage pour exprimer nos transformations géométriques. C'est très agréable. Maintenant, vous avez un chaînage. Donc, j'ai un chaînage de 4 opérations R1, T1, R2, T2. Vous voyez ici, je vais juste multiplier ça. Et aussi, quand je disais tout à l'heure qu'on peut représenter n'importe quelle suite d'opérations géométriques par une matrice de translation et une rotation, dans le fond, je vais pouvoir, ça vient du fait que si je multiplie un paquet de matrices ensemble, je peux obtenir une nouvelle matrice H, par exemple, qui serait égale au produit de toutes les matrices. Et cette matrice-là, H, elle-même va contenir une matrice de rotation et un vecteur de translation. On va le voir tout à l'heure. Importance de l'ordre, vous le savez déjà, hein, dans l'algèbre linéaire. Matrice A fois matrice B n'est pas égal à matrice B fois matrice A. Ici, j'ai des matrices, donc l'ordre va importer. Et on le voit très bien d'un point de vue géométrique. J'ai ici disons que P en vert, là, ça correspondrait à tous les points d'un carré. Lorsque je fais TRP, là, ce qui est un peu difficile aussi, c'est qu'on lit de la gauche à la droite. Mais essentiellement, les opérations sont appliquées de la droite vers la gauche, si vous voulez. Donc, j'ai mon point P. Il subit d'abord une rotation. On voit ici apparaître, comme ça. Et après ça, il va subir une translation. Donc, ça donnerait l'endroit où mon carré, qui était transformé par l'opération TR, apparaîtrait. Si vous faites ici le PTR ou RTP, si vous voulez, dépendant dans le sens que vous lisez, ça veut dire que dans le fond, je prends mon carré exprimé par les points P. Je lui fais faire une translation tout d'abord. Et ensuite, rotation, rappelez-vous, c'est autour de l'origine, donc c'est autour du point ici. Et je fais maintenant la rotation. Okay?
Donc, vous voyez, la position du carré ici et du carré ici n'est pas du tout la même. Okay? Donc, c'est important. C'est là que les erreurs surviennent. C'est dans l'ordre dans lequel on va appliquer les transformations. On vous donne un problème. C'est de retrouver l'ordre c'est de retrouver les différentes matrices, translation, rotation, et après ça, c'est de les appliquer, de faire l'équation mathématique dans le bon ordre. C'est là que les problèmes vont surgir. Rappelez-vous, là, TR n'est pas égal à RT. Maintenant, petite parenthèse qui est quand même importante. C'est plus naturel de faire TR que de faire RT dans les produits, dans les matrices. Pourquoi? Si vous avez le produit T et R, donc j'ai ma rotation ici et ma translation. Si vous faites le produit de ces matrices-là, vous obtenez ceci. Donc, c'est très propre. Vous voyez, tout ce que vous avez besoin de faire pour exécuter ce produit-là d'une matrice T et d'une matrice R. T est une matrice de translation et R est une matrice de rotation, c'est important. Vous avez ici la matrice donc de sous-matrice de rotation qui est identique à la matrice ici. Et sans grande surprise ici, le vecteur de translation est identique au vecteur, vecteur de translation. Donc, c'est très rapide à faire. Vous n'avez même pas besoin de faire le produit matriciel vous-même. Vous pouvez juste dire, ben, si j'ai une matrice T qui multiplie une matrice R, une matrice de translation qui multiplie une matrice de rotation, bien, voici le résultat. Boum, fini. À l'inverse, si vous avez une matrice de rotation qui multiplie une matrice de translation, ici une matrice de translation qui est diagonale avec des 1, un vecteur ici, alors que la matrice de rotation, on voit ici les cosinus-sinus. Bien, voyez comment c'est pas très propre, c'est pas très joli. Vous avez un terme ici parce que la translation va venir la translation va subir aussi la rotation. Donc, c'est pas aussi élégant, disons. Donc, il y a une espèce de couplage qui se fait entre la translation et la rotation qui n'était pas présent ici, parce qu'on faisait la rotation, la rotation avant, puis après ça, on faisait la translation. Donc, petit conseil, à l'examen, clairement, on va vous demander de faire des changements de repères. Donc, cherchez, quand vous faites vos équations, vous allez probablement avoir un chaînage de TR, 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 ainsi de suite. Mais rappelez-vous que les TR, vous pouvez exécuter le produit très, très rapidement avec cette règle-là ici. Donc, par exemple, si vous avez un problème qui dit, dans le fond, voici l'équation des transformations, où vous obtenez cette série de transformations-là, dans cet ordre-là, mais vous recherchez les paires TR. Par exemple, vous avez une paire ici, une paire là. Et au lieu de faire la multiplication matricielle à la main, vous pouvez directement appliquer cette règle-là. Donc, ça va se faire très vite. Et après ça, vous allez avoir deux matrices ici. Et là, vous faites la multiplication de matrices, parce que vous n'avez pas le choix. Donc, ça veut dire qu'au lieu de faire, ici, vous auriez dû faire 1, 2 et 3 multiplications de matrices. Ici, dans le fond, vous avez appliqué la règle ici 2 fois, plus une multiplication de matrice. Donc, vous avez sauvé 2 multiplications de matrices. Donc, c'est très pratique à savoir pour accélérer les calculs. Ça réduit les chances de faire des erreurs. Donc, tout ça, c'était pour la 2 dimensions. La 3 dimensions, c'est la même chose, mais c'est plus compliqué. Dans le sens que maintenant, on doit déterminer est-ce que ma rotation se fait autour de l'axe des X, autour de l'axe des Y, ou autour de l'axe des Z, ou une combinaison de ces 3 rotations-là. Et la translation, et vous voyez comment les facteurs cosinus-sinus vont être différents d'un axe à l'autre. Aussi, faites attention, c'était manuel avec des erreurs. Là. Portez toujours attention. Par contre, les translations, donc ça va être mon vecteur ici. Même chose ici, si j'ai une matrice translation et rotation, vous voyez, je vais avoir une sous-matrice de rotation ici et mon vecteur de translation. C'est une matrice 4 par 4. Là, et ça, encore là, c'est pour les coordonnées homogènes. Toujours un petit rappel. Mais les transformations en 3D sont quand même passablement plus difficiles à visualiser. Donc, dans le cours, on va surtout faire de la 2D ou des problèmes 3D. Souvent, je vais les rabattre en des problèmes 2D, comme le problème de caméra pour le TP. C'est un problème essentiellement de 3D que j'ai rabattu en 2D pour vous simplifier la situation. Donc, coordonnées homogènes me permettent de faire des rotations comme étant des multiplications et des translations comme étant des multiplications.
On l'a vu. C'est un chaînage maintenant qui est beaucoup plus élégant. Donc, imaginez que j'ai ma chaîne cinématique. C'est comme ça qu'on appelle ça. Là, quand j'ai plusieurs repères comme ça, j'ai les transformations géométriques entre les différents repères. On appelle ça des chaînes cinématiques. Là, c'est rendu très beau. J'ai mon point P exprimé dans le repère B. Et après ça, donc, j'ai un angle de rotation ici entre les deux systèmes d'axes. Donc, j'ai ma rotation du repère B tel qu'exprimé dans le repère A. J'ai une translation du repère B. En théorie, il y aurait un B' quelque part. Là, j'ai un petit peu été paresseux dans ma notation. Et bref, c'est une translation, rotation, translation, ainsi de suite. Mais vous voyez, l'important ici, c'est de voir que je n'ai que des multiplications de matrices maintenant. C'est beaucoup plus élégant. Souvent aussi, ce qui est très commun, c'est au lieu de. Moi, ici, j'ai explicité rotation, translation, mais ce qui est plus propre encore, c'est de dire simplement d'avoir une matrice de transformation H qui exprime, dans le fond, la pose en translation-rotation du repère B tel qu'exprimé dans le repère A. Et après ça, j'ai ici donc une matrice ici, CA, là, qui exprime la position et la rotation du système d'axe A dans le système C. Puis après ça, vous voyez comment, lorsque je veux trouver la position du point P, tel qu'exprimé dans le repère B, et je veux le trouver maintenant dans le repère C, vous voyez, les B annulent les B, les A annulent les A. Et voilà, j'ai exprimé maintenant mon point dans le repère C. Donc, c'est beaucoup plus succinct. Et quand c'est succinct, ben, c'est comme le code. Moi, j'ai de lignes de code. Moi, j'ai de chance de faire des bugs. C'est un peu la même chose ici. Donc, c'est beaucoup plus succinct. Donc, toujours un rappel. Votre matrice H, ici, là, j'ai mis en 3 dimensions pour le code plus générique. C'est vraiment, au final, même si je fais beaucoup de chaînage ici, là, de H, B, H, T, je mets 10 opérations, je vais quand même avoir une matrice H au final qui va avoir des zéros ici. Et ici, je vais avoir un vecteur. Donc, il peut prendre des valeurs positives ou négatives dans les réels. Et je vais avoir une matrice ici, une sous-matrice 3 par 3, qui va être une matrice de type SO3, donc Special Orthogonal 3. Donc, ça veut dire que c'est une matrice qui va avoir un déterminant de 1 et aussi qui est orthonormale. Ça va toujours rester une matrice orthonormale. Ici, ça va toujours être un vecteur de réel négatif positif. Et ici, je vais toujours avoir des zéros. Donc, on a vu les transformations. Si je veux passer un point P du repère B, par exemple, vers le repère A, bien entendu, c'est symétrique. Je peux aussi faire des opérations parce que je veux transférer un point P exprimé dans le repère A puis le transférer dans le repère P. Vous voyez, j'ai placé ici un point quelconque. Disons qu'on va l'exprimer ses coordonnées dans le repère des référentiels A. Donc, je vais avoir le A exposé en P. On va faire une situation particulière. Donc, on va dire que je connais la transformation. Donc, là, je peux exprimer le repère B dans le repère A. Okay? Donc, c'est la transformation ici. Mais là, moi, ce que je suis intéressé, donc, c'est d'avoir la position du point P, donc ce point-là ici, tel qu'exprimé dans le repère B. Ce que je connais, par contre, c'est la position du point P tel qu'exprimé dans le repère A. Ça, je le connais. Mais je ne connais pas la transformation de H qui dit c'est quoi la transformation la position du repère, la pose du repère A telle qu'exprimée dans le B. Je connais la pose du repère B telle qu'exprimée dans A. Mais je ne connais pas ça ici. Est-ce qu'il y a une façon de retrouver donc cette matrice-là, sachant que je connais celle-ci? OK? Donc, c'est ce que je recherche. C'est pas très. Donc, c'est la relation inverse, si vous voulez. Ça, on fait un petit peu de manipulation algébrique. Je peux donc prémultiplier mes deux côtés de l'équation par l'inverse de cette matrice-là. OK? Vous voyez ici la matrice, c'est BHA, BHA ici. Donc, si je multiplie l'inverse avec la matrice d'origine ici, ça va devenir la matrice identitaire. OK? Ça va rester tel que tel. Donc, vous voyez ici. Donc, on a que le point P exprimé dans A, c'est égal au point P exprimé dans B fois l'inverse de cette matrice-là. On sait aussi que le point P exprimé dans le repère B fois la matrice H
la pose du repère B dans le repère A, c'est égal à PA. Donc, ces deux équations-là sont identiques. Donc, ça veut dire que le terme ici BAH inverse est égal donc à ABH. Donc, ces deux matrices-là sont les mêmes. Donc, ce que ça veut dire que ma matrice qui exprime la pose du repère A dans le repère B, c'est l'inverse simplement de la matrice qui exprime le repère B à partir dans le référentiel A. Ça, simplement, cette matrice-là ici, c'est l'inverse de celle-ci et vice-versa. Donc, c'est bien. Donc, vous voyez, si j'ai chaîné dans une direction, je peux facilement chaîner dans la direction inverse en faisant l'inverse des matrices. Donc, c'est un des avantages encore là d'utiliser les coordonnées homogènes. On tombe dans du calcul matriciel, puis on peut facilement calculer des inverses de matrices. Donc, c'est important aussi de bien comprendre ça, parce que dans la question du TP sur les caméras, OK, je vous dis, disons que le rouge, c'est la caméra, OK, et que le bleu, c'est le repère global. On vous donne, dans le fond, on vous dit, voici les positions de la caméra. Donc, ça, c'est la position de la caméra B, exprimée dans le repère A. OK, donc, c'est cette matrice-là qu'on vous donne. OK. Et vous, ce que vous devez faire, c'est prendre un point du monde réel et le transférer dans le repère caméra pour pouvoir faire des images. Donc, vous devez retrouver la matrice ici. OK, cette matrice-là. Et la réponse, je ne le dirai pas trop fort, mais c'est ça, la réponse. Okay. Donc, gardez ça en tête. Si vous prenez, c'est ce qu'on appelle la matrice extrinsèque, là, on va le voir tout à l'heure. Si vous prenez la matrice, celle-ci, la matrice qu'on appelle la matrice extrinsèque, vous allez avoir des images. Ce ne sera pas les bonnes images pour le TP. Okay. D'où la facilité de faire des erreurs ici. La différence entre les deux, c'est juste simplement une question d'inverse. Aussi, donc, ici, donc, je dis profiter des propriétés de certaines matrices. Donc, peut-être pas le bon titre ici, je suis désolé. Disons que je veux calculer des inverses de matrices. Okay. Et si je sais que la matrice de cette matrice-là est composée d'une translation de rotation. Okay. Donc, je veux trouver l'inverse. Disons que, donc, quelle est l'inverse B de A? Donc, l'inverse ici, la matrice de pose du repère B telle qu'exprimée dans le repère A. J'ai trouvé l'inverse de cette matrice-là. Okay. Et disons que je sais que H ici, c'est TR, okay, avec les indices qui sont correctement indiqués ici. Donc, c'est l'inverse de cette matrice-là ici, puisque H égale à TR. Donc, on va faire l'inverse de ce produit-là. Si vous vous rappelez, l'inverse d'un produit de matrice, c'est on intervertit les deux termes ici, on fait l'inverse de chacun des termes. Okay, ça, c'est l'algèbre linéaire standard. Donc, si j'ai donc l'inverse de la matrice de rotation fois l'inverse de la matrice de translation. Avant, j'avais TR. Maintenant, je suis rendu avec R-1, T-1, okay, parce que c'est la propriété de l'inversion des matrices. R est une matrice orthogonale, parfois on dit aussi orthonormale. Et la propriété d'une matrice orthogonale ou orthonormale, c'est que l'inverse de la matrice est simplement sa transpose. Donc, ça se fait très vite. C'est très vite calculé, une transpose. Il me reste encore le terme inverse ici, la translation. OK? Et la propriété de matrice de translation, c'est que l'inverse de matrice de translation, tout ce qu'on fait, c'est on met un signe moins à la translation. Hein? Quel est l'inverse d'avancer de 2 mètres? Ben, c'est de reculer de 2 mètres. Donc, c'est pour ça que c'est simplement de mettre un signe moins. Donc, vous voyez comment, si je peux décomposer ma matrice H en translation-rotation, comment ça va très vite l'inverser. Il reste qu'au final, je dois quand même faire le produit ici après ça, après avoir retrouvé ma transpose ici et mon inverse. Pour retrouver l'inverse ici, H, je dois quand même faire une multiplication de matrice. Okay? Et du travail à faire pareil. Mais on s'entend, c'est plus facile de faire une transpose, inverser les signes de translation et faire la multiplication de matrice que de prendre une matrice H et de dire à la mitaine, il faut que je trouve son inverse, ce qui est beaucoup plus difficile. Et si H est une matrice de transformation géométrique, à l'aide de ces propriétés-là, rapidement, pouf, je peux calculer c'est quoi son inverse. Donc, petit truc encore là pour les. Donc, vous voyez comment les matrices homogènes de translation
les matrices homogènes de transformation géométrique là, ont des propriétés très intéressantes donc pour exécuter nos opérations ou faire des inverses, par exemple. Pourquoi c'est facile de même? C'est parce qu'en bout de ligne, des problèmes de géométrie, l'inverse d'une géométrie, c'est de faire une rotation dans le sens inverse puis une translation dans le sens inverse. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi, si c'est facile de façon géométrique, il faut que ça se reflète quelque part aussi au niveau des mathématiques. Puis c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Donc, on va faire un exemple ici. Ou si vous voulez, non, je pense qu'on est à 2h17. Ce que je vais vous proposer, juste pour laisser ça un petit peu décanter, on va prendre la pause immédiatement. Puis on continuera donc à 2h27 pour la suite du cours. Alors, de retour en classe, il y avait une discussion ici dans le chat sur les questions des quaternions. Est-ce qu'on peut utiliser les quaternions pour exprimer des rotations? Est-ce que c'est plus simple? Puisque dans le cas, si j'avais présenté des matrices, donc rotation autour de l'axe X, autour de l'axe X, pardon, rotation autour de l'axe Y, rotation autour de l'axe Z. Donc oui, pour exprimer une pose en 3 dimensions, il faut trouver 3 angles de rotation. Et il y a une convention qui doit être déterminée à l'avance. Est-ce que je fais XYX ou XYZ ou XZX et ainsi de suite? Donc, il y a 12 conventions de Euler, parce que je vais représenter une position avec 3 angles pour après ça obtenir une matrice de rotation, de translation homogène. Donc, c'est compliqué les rotations en 3D. C'est une des raisons pourquoi je les évite quand même beaucoup dans le cours. Sinon, on s'y perdrait, c'est extrêmement difficile. Parce que effectivement, on peut utiliser ce qu'on appelle aussi des quaternions. Les quaternions sont des nombres dits hyper complexes. Pourquoi hyper complexes? Parce qu'ils vont avoir 3 parties imaginaires, donc I, J et K. Et I, J et K vont donc être des nombres imaginaires, de sorte que I au carré est égal à -1, J au carré est égal à -1 et K au carré est égal à -1. Mais J n'égale pas K et n'égale pas I n'égale pas J et J n'égale pas K. Donc, c'est assez complexe, d'où le nom hyper complexe. Mais alors, c'est pour ça que je cherche à ne pas en parler trop. Mais la question est extrêmement pertinente et c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Si vous trouvez ça difficile en 2 dimensions, en 3 dimensions, c'est infernal. C'est pas rare de voir des gens perdre 2, 3, 4 jours de travail à essayer de bien comprendre ou de mettre sur papier les bonnes matrices de transformation en 3D lorsqu'on vient le temps, par exemple, de référencer un leader avec un AMU, par exemple. Donc, c'est extrêmement problématique. Donc, ceci étant dit, si on regarde maintenant l'exemple ici très simple, donc je vais avoir un repère A rouge, un repère B. Et pour simplifier les choses, j'ai fait tourner le repère B à 90 degrés par rapport au A. Comme ça, on est capable d'utiliser le même quadrillé pour nous aider un peu là-dedans. Un problème relativement simple ici là, à visualiser. C'est important, la visualisation des choses est toujours très importante. À mon avis, c'est un élément clé parce qu'on veut réussir des problèmes mathématiques. Donc ici, je vais avoir un point C ici, exprimé dans le repère. J'ai même choisi les angles des différentes lettres et des chiffres pour bien montrer dans quel repère sont exprimées les coordonnées. Vous avez ici un point C exprimé dans les coordonnées du repère bleu. Donc, vous voyez ici 1, 2, 3, donc 3 et 1, 2, donc 3, 2. Le point D ici est exprimé dans le repère A. Vous voyez ici 1, 1, 2, 3, 4, donc 1, 4 comme coordonnée pour le point D ici. Donc là, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est trouver la coordonnée du point C telle qu'exprimée dans le repère A. Je vais donc avoir besoin de connaître quoi la rotation et la translation qui existent entre les différents systèmes. Donc, si j'ai une rotation de 90 degrés, vous voyez ici, dans le sens anti-horaire, j'ai 90 degrés de rotation pour l'axe des X. Et j'ai une translation ici qui est de 11, 1. Donc, si vous comptez les petits carrés, là, vous voyez ici 11 par ici, puis c'est 1 par là. OK. Donc, c'est la série de transformations qui sont appliquées au repère BC, donc au repère B. Donc, le point C qui est exprimé dans le repère B, donc je peux faire les mêmes opérations ici. Donc, rotation, translation. Donc, ma matrice de translation ici va être 11, 1, puisque j'ai une translation de 11 en X, 1 en Y, tel qu'exprimé dans le repère A, ici, tel qu'exprimé dans le repère A. Et la rotation, donc, qui a été subite après ça. Après la translation, il y a une rotation de 90 degrés. Donc, rotation de 90 degrés, j'ai ma matrice de rotation ici.
Donc, au final, la position du point C exprimée dans le repère A, c'est donc translation fois rotation. Donc, translation ici, rotation, mon point ici, coordonnées homogènes. Donc, la troisième dimension, ça va être un 1 parce que je travaille en 2D. Donc, c'est ça, si on multiplie 3, 2, 1 avec cette matrice ici, donc 3 fois 0 moins 2, moins 1 fois 2 avec 0 fois 1, ça donne moins 2. 3 fois 1 plus 0 fois 2 plus 0, ben, c'est une 3 et 1 à la fin. Donc, effectivement, merci. C'est pour ça que je n'y arrivais pas, j'y allais dans le mauvais sens. Ah, je ne le répéterai jamais trop souvent. Il faut y aller lentement avec les matrices de transformation. Donc, merci beaucoup. Un morceau de robot pour Davy. Donc, vous voyez, même les profs ne sont pas à l'abri de parfois des petites erreurs de calcul. Bref. Et après ça, donc, si on fait moins 2 fois 7, donc moins 2, 3, 1, donc moins 2 fois 1, ça donne moins 2. 0 fois 3, ça donne 0. 11 fois 1, ça donne... excusez, 11 fois 1, ça donne 11. Donc, 11 moins 2 donne 9. Et le reste sera un exercice aux étudiants puisque le professeur n'arrive pas à les faire. Donc, au final, donc, la coordonnée du point C est telle qu'exprimée dans le repère A, c'est égal à 9, 4, 1. OK? Et on peut le vérifier ici. Donc, vous voyez le point C ici dans le quadrillé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je suis bien à 9 en X et 1, 2, 3, 4 en Y. Vous voyez, 9, 4. Et voilà. Donc, j'ai réussi à faire la bonne transformation. Encore là, ici, le truc TR pourrait s'appliquer. C'est un peu ça qui m'a mélangé. Je pense que je allais trop vite. Donc, le truc TR, ce serait de dire j'ai une matrice de translation, matrice de rotation. Dans le fond, tout ce que je viens faire, c'est que je viens remplacer ici. Je vais simplement mettre ma matrice, imbriquer ma matrice de rotation qui est ici, donc moins 1, 1. La matrice de translation, le vecteur de translation qui est 11, 1 qui est ici. Et là, si je fais l'opération directement, donc vous voyez 3 fois 0, moins 1 fois 2 plus 11, ça me donne bel et bien 9. 3 fois 1 plus 0 plus 1, ça donne 4. Et à la fin, j'obtiens un 1 ici. Donc, vous voyez, j'ai les mêmes coordonnées. Tout fonctionne. Voilà. Donc, vous voyez comment j'ai pu sauver une étape de multiplication. Et comme on vient de le voir avec le professeur, c'est parfois difficile de faire ces multiplications de matrices. Donc, truc TR, très pratique aux examens, ça évite de faire des problèmes. Rappelez-vous, c'est simplement pour TR, pas pour RT. Deuxième problème, je vais vouloir prendre le point D ici, exprimé dans le repère A, et le transférer dans le repère B. Je vais l'exprimer maintenant dans le repère B. C'est donc la position du point D telle qu'exprimée dans le repère B. Donc, j'ai mon TR ici qui exprime les rotations et translations entre les repères A et B. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je connais déjà l'opération dans un sens. Donc, simplement pour faire l'opération dans le sens inverse, ce que je fais, c'est l'inverse de la matrice que j'avais trouvée précédemment, qui était la matrice TR là, de A à B. Je vais faire sur l'inverse. Donc, c'est l'inverse des matrices R et T. Pas, on a swappé l'ordre parce que c'est ce qui se passe lorsqu'on fait l'inverse d'un produit de matrice. Donc, l'inverse de la matrice RAB, donc c'est une matrice de rotation. Donc, son inverse, c'est simplement de faire la transpose. Donc, je l'avais ici, vous avez le 1, moins 1. Donc, le moins 1, vous voyez, rendu ici, 1. L'inverse de la translation, donc c'est de mettre des signes négatifs ici. Donc, au final, pour faire la traduction du point D, exprimer le point D dans le repère B, donc, vous voyez ici ma matrice de rotation translatée, ma matrice de rotation transposée, ma matrice de translation avec les directions inversées ici. Donc, j'obtiens la coordonnée au final 3, 4. Et si vous penchez la tête de 90 degrés, donc pour l'axe DB, vous voyez 1, 2, 3. Effectivement, c'est la bonne coordonnée. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 en Y pour l'axe des B. Vous voyez ici 3, 10. C'est la bonne coordonnée. Donc, tout va bien. Vous voyez, c'est le genre de jeu qu'on joue souvent, de dire j'ai des points exprimés dans un repère, j'ai des points exprimés dans l'autre repère, je dois les transférer d'un repère à l'autre. Et encore là, l'ordre des opérations est super important. L'utilisation des inverses des matrices est aussi très cruciale ici pour simplifier parce que souvent on connaît les relations dans un sens, puis pour trouver la relation dans le sens inverse, ça va être simplement de prendre l'inverse de la matrice. On peut refaire le problème au complet. Je vais changer le point de vue. Donc, je vais dire plutôt que je connais la position de la rotation de B par rapport à A. Donc, si vous voulez, c'est pour mettre plus l'emphase que mon repère comme de base, c'est B et A, c'est comme le deuxième repère. Donc, j'ai pivoté, mais c'est exactement le même problème mathématique.
Parce que dans le problème précédent, si vous vous rappelez, je disais que je connais la position de B dans A. Là, ici, c'est vraiment je connais la position de A par rapport à B. Mais normalement, de faire le problème dans un sens ou dans l'autre, le résultat devrait être le même. C'est ce qu'on va se convaincre maintenant. Donc, ce qu'on voit, c'est que maintenant, la position donc, du repère A dans le repère B, donc il y a eu une translation, vous voyez ici, de -1 par en arrière et de 11 par en haut. Et la rotation maintenant est de 90 degrés négatif. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le sens horaire. Donc, nos rotations sont définies dans le sens anti-horaire. Donc, si je fais une rotation de 90 degrés dans le sens horaire, c'est donc moins 90 degrés dans le sens anti-horaire qui est le sens de la direction. Donc, c'est notre rotation ici. Donc, translation puis rotation. Donc, translation, rotation. Maintenant, j'ai un point D exprimé dans le repère A. Donc, la translation, je l'ai déjà dit ici, c'était -1, 11. Rotation, donc j'utilise l'angle de moins 90 degrés, donc j'obtiens la matrice de rotation suivante. Et maintenant, donc la coordonnée du point D exprimée dans le repère B, donc ça va être cette matrice-là fois cette matrice-là fois la coordonnée, donc c'est un 4 homogène avec un 1. Donc, si je fais le produit, donc je multiplie ici le vecteur avec cette matrice-là. Donc, vous voyez, ça me donne le résultat qui était donc le vecteur ici, donc 4 moins 1, 1. Donc, 4 moins 1, 1. Et après ça, on multiplie le vecteur avec la matrice. Ça me donne donc 3, 10, 1. Encore là, si vous voyez, 1, 2, 3. Vous voyez, c'est bien ici 3, puis 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, 3, 10. Donc, c'est les mêmes valeurs qu'à la cétate précédente. Donc, ça va bien. Vous voyez, peu importe la direction que vous faites le problème, de point de vue, il faut que ça fonctionne. Mais juste peut-être un petit rappel. On avait utilisé des matrices, l'inverse des matrices, on avait changé l'ordre des matrices au problème précédent. Et notez ici les matrices, comment elles sont différentes. Vous voyez ici, la matrice qu'on avait, ça, c'est copié là, tel que tel de la cétate précédente. Là. Et vous voyez, j'avais -11, 1, alors qu'ici, vous voyez, j'ai -1, 11. Donc, vous voyez, c'est important, parce qu'ici, dans le fond, c'était une transformation de B exprimée dans A. Alors qu'ici, c'était la pose de B exprimée dans A, alors qu'ici, c'est la pose de A exprimée dans B. Donc, vous voyez, il y a des changements de valeur ici importants. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller avec soin. Il faut y aller très doucement, bien comprendre l'ordre dans lequel appliquer les opérations, bien comprendre aussi les signes. Et si vous suivez ces règles-là, tout va bien aller. Mais c'est très facile de faire des erreurs. Il existe peut-être, je ne sais pas moi, 16 combinaisons possibles de vos vecteurs et de vos matrices. Il va y en avoir une qui va être la bonne, puis il va y en avoir 15 qui ne sera pas la bonne. Donc, il y a plus de chances que si vous piochez au hasard, que vous pognez une mauvaise combinaison. C'est pour ça qu'il faut y aller très, très doucement. C'est d'ailleurs le conseil que un de mes professeurs de système linéaire à l'époque, quand j'ai fait mon baccalauréat, donc M. Jean-Charles Gilles, qui était extrêmement populaire auprès des étudiants parce qu'il était, il avait un style très, très théorique, mais qui était très, en même temps, qui nous aidait, dans le fond, à aller plus loin. Et il disait tout le temps, nous sommes pressés, allons lentement, puisque lorsqu'on va trop vite, on fait des erreurs, comme j'en ai fait tout à l'heure. Alors, allez-y très, très, très lentement. Prenez une bonne tisane à la camomille avant de faire vos matrices. Sinon, vous allez voir, c'est facile de faire des erreurs. Un exemple ici qui peut paraître simple, mais qu'il faut vraiment s'attarder pour y penser. Donc, un problème qui est proche de ce qu'on va faire en robotique, par exemple. Donc, je vais un robot. Et souvent, pour les robots, on va définir un repère local qui est situé, par exemple, arbitrairement ici au centre de masse. L'axe des X pointe souvent vers l'avant du véhicule et l'axe Y va pointer sur le côté du véhicule. Et je vais avoir un repère global G avec son système d'axe ici. Donc, c'est un problème en 2 dimensions. Et je vais avoir une matrice ici, H, qui va me donner donc la position du robot, donc la pose du robot. J'utilise le mot pose. Ce n'est pas accidentel parce que quand on dit position, souvent, ça fait plus référence à XY, alors qu'ici, la pose, ça va être XY et θ, l'angle du robot. Pour ça, j'essaie d'utiliser le terme pose. Donc, ici, cette matrice-là va comme contenir l'information de la pose, donc du robot R, tel qu'exprimé dans le repère global. Donc, notre robot, on va dire qu'il avance de 2 unités. Donc, s'il avance de 2 unités, donc, ce qu'on voit, c'est que les roues sont comme ça, c'est le devant du véhicule. Donc, ça veut dire qu'il va avancer de 2 unités selon l'axe des X à cet instant-là. OK? Donc, la matrice de translation que le robot va subir à cet instant-là
Ça va donc envoyer en avance de 2 unités en X, 0 en Y, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de, quand je dis ainsi de suite, là, dans le fond, c'est la partie homogène ici, là. Donc, c'est notre vecteur de translation que le robot va subir à l'instant T. Okay. Là, j'ai un problème très simple, il n'y a pas de rotation, juste une translation supplémentaire. La question, c'est quelle sera la nouvelle pose du véhicule tel qu'exprimé dans G? Et dans le fond, il y a 4 réponses qu'on peut imaginer. Il y en a une seule qui sera la bonne. Donc, voici les 4 réponses possibles. Donc, c'est soit TH, T inverse H, HT ou HT inverse. Et est-ce que j'ai pas l'habitude de faire des sondages? Je vais en créer un, tiens. Ah, non, ça va être trop compliqué de créer ça, je pense. Pas une bonne idée de faire ça live. Je ne vais pas créer un sondage. Ce que je vais faire, je vais vous laisser quand même un 3 minutes pour y penser. Alors, je vais partager les résultats. Je ne sais pas si ça apparaît de votre côté dans vos écrans. Donc, j'avais 5 personnes pour A, 3 personnes pour B, 14 personnes pour C et 1 personne pour D. Alors, si on y va avec la majorité, la réponse serait C et c'est effectivement la bonne réponse. La bonne réponse, c'est C. Donc, vous voyez ici, à peu près 40 d'entre vous n'ont pas identifié la bonne réponse. Mais comme je vous dis, ça, c'est normal parce que je vous demandais ça à pied levé sans pratique. Mais ça vous dit comment, parfois, on peut se laisser prendre dans des pièges dans le sens où on se dit, ah, ben l'opération T est appliquée temporellement plus tard, donc ça vient à gauche, par exemple. Donc, ce serait le premier terme ici, là. Mais ce qui est important, c'est lorsqu'on fait des chaînes cinématiques, c'est ça, c'est que c'est souvent, il faut le voir, en robotique, ils font très bien ça, là, avec les conventions. Si je fais un petit dessin ici avec un stylet. Donc, dans le fond, ce que j'avais, c'est que j'avais une transformation ici qui me disait mon robot part du point G ici. Après ça, il y avait une rotation qui faisait tourner le système d'axe comme ça. Et après ça, il y aurait une troisième opération qui serait la translation, qui serait la translation T. Donc, si vous avez remarqué le pattern, c'est qu'on dans nos chaînes cinématiques, là, on partait comme de la fin. Donc, la fin, c'est ce qui est le plus à. Disons que j'aurais GT et après ça, j'avais, disons, translation ici, une rotation ici, là, de sorte que mon H, là, c'est égal à TR. Là. Mais là, ici, je l'explicite là, avec des. Je m'excuse, là, je répète les T 2 fois, mais c'est des T qui sont différents. Donc, disons que je vais appeler ça T2, R1, T1. Là. Donc, l'idée, c'est que quand vous lisez de droite à gauche, dans le fond, c'est T1, R1, T2. Donc, c'est pour ça que le T2 arrive, le T ici arrive à la fin. Ou des fois, on peut se dire, ben, je pars dans le sens inverse, dans le sens que j'ai mon robot ici. La première opération que je fais, c'est T2. Donc, ce serait le robot donc, il subit T2, là, ce serait T2 ici, là, que je le mettrais. Là. Après, c'est subi une rotation. Après, c'est subi T1. Mais dans le fond, on a tout combiné ça dans H. Donc, c'est vraiment important de mettre la chaîne cinématique sur papier et de bien suivre l'ordre. Et notez que cette erreur-là, je l'ai faite moi aussi. La première fois que j'ai travaillé avec ça, mes étudiants l'ont fait aussi, on l'a tous fait cette erreur-là. Donc, c'est juste un petit, une façon de vous montrer comment il faut vraiment pas, faut pas sauter aux évidences. Parce que notre évidence est parfois trompeuse pour ces genres de problèmes de cinématique-là. Mais merci d'avoir participé à ce sondage très rapide. Je dis, j'ai fait ça à main levée. Là. Donc, je suis content que vous ayez participé. Alors, je vais. Bon. Attendez, je vais ignorer. Excusez, je vais repartir la présentation. Et voilà. Donc, parfait. Vous voyez toujours bien la présentation ici. Si on peut me dire un petit oui, m'assurer que tout va bien pour la présentation. Excellent. Merci, Amélie. Très bien. Donc, pour les caméras, c'est très important parce que, je le répète encore, lorsqu'on va imager des points, on doit d'abord s'assurer que les points sont dans le repère de la caméra. OK? Et souvent, nos points vont être, on va donner les coordonnées dans un repère qui est du monde, dans le monde. Donc, il faut être capable de faire de la traduction, de prendre un point de coordonnées monde et le transférer en coordonnées caméra pour pouvoir ensuite faire
l'image de ce point-là. Donc, trouver la position dans le pixel où ce qui va apparaître dans le plan image. Donc, par exemple, ici, si vous avez le coordonnée monde, une rotation de 20 degrés autour de l'axe des Y, une certaine translation. Vous avez ma matrice de rotation de 20 degrés ici pour un axe des Y, translation de 5, 0, 21, puisque là, je suis en 3 dimensions. Donc, je connais mes positions relatives entre les deux systèmes d'axes. J'ai trouvé mes transformations. Donc, en bout de ligne, je peux donc calculer, j'ai un point dans le coordonnée monde, donc vous avez ici les matrices. Là. Vous avez un point dans le coordonnée monde, j'avais ma matrice de rotation et ma matrice de translation. Et là, je répète ici en 3D. Donc, en théorie, ça se peut que j'ai utilisé 3 matrices de rotation si j'avais eu 3 angles de rotation. Là, j'ai fait ça très simple, j'ai fait une seule rotation autour de l'axe des Y. Donc, ça me donne maintenant la coordonnée caméra. Donc, vous voyez ici, là, c'est 28.9, essentiellement 0 et 24. Le dernier 1 ici, c'est des coordonnées homogènes. Donc, vous vous rappelez, c'est une valeur de 1 toujours. Et lorsqu'on fait des opérations géométriques, là, la valeur ici va toujours rester à 1. Rappelez-vous, lorsqu'on fait la projection, la matrice de projection, là, on va passer de 4 dimensions à 3 dimensions. Donc, 4 dimensions homogènes à 3 dimensions homogènes. Puis la troisième dimension homogène dans le plan image, ça va être relié à la distance en Z souvent. Donc, lorsqu'on va vouloir tomber en cartésien dans le plan image, on va prendre, dans le fond, la première coordonnée divisée par la troisième. Donc, c'est là que l'effet de perspective va apparaître. Donc, on voit ici là, la suite de mon exemple ici. Là, on voit bien la coordonnée 2.87 avec presque 24 ici là, pour la coordonnée du point ici. Donc, en bout de ligne, si on retombe sur nos pattes, si on retombe à notre modèle de caméra, donc on a ici le modèle de caméra complet, tel qu'exprimé avec des coordonnées homogènes. C'est ce qu'on va utiliser. Faites pas ça, pas de coordonnées homogènes. C'est toujours des coordonnées homogènes. C'est plus simple. Donc, vous avez votre monde 3D ici, coordonnées X, Y, Z. J'ai mis des X1, X2, X3. Là. C'est X, Y, Z essentiellement. Et votre monde est en 3D. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever le problème en 4 dimensions pour le transférer dans des coordonnées homogènes. Et là, on va avoir une matrice qu'on appelle la matrice extrinsèque, matrice H, par exemple, qui va comprendre, dans le fond, ça va être une matrice qui va nous permettre d'exprimer un point monde dans le repère caméra. OK? Donc, lorsque je fais le vecteur ici que je multiplie par H, donc rendu ici, là, juste avant la matrice, dans ce rectangle bleu, je suis rendu maintenant dans coordonnées homogènes exprimées dans le repère caméra. Et après ça, je vais prendre ma matrice de projection, ce qu'on appelle la matrice intrinsèque, qui, pour nous autres, dans notre cours, on fait ça simple. C'est juste une matrice là, qui va être 1 sur F sur le terme ici, si vous vous rappelez. Là. Les autres termes, c'est pour contenir, dans le fond, des termes de calibration que nous, on ne voit pas dans le cours. On va regarder ça simple. C'est vraiment un modèle de caméra sténopée parfait. Et là, j'obtiens donc une coordonnée avec 3 dimensions homogènes, donc c'est-à-dire deux, dans le fond, pour exprimer une coordonnée en 2D cartésien. Donc, vous voyez ici, la petite boîte ici, ça veut dire que je travaille en coordonnées homogènes. Donc, ici, je suis en cartésien. Ici, je suis en cartésien. Donc, vous voyez, je passe de 3 à 4 pour être en homogène. Ici, je suis en 3 valeurs homogènes. Pour retomber en cartésien, je passe de 3 à 2, rappelez-vous, en divisant par la troisième dimension. Et là, j'obtiens donc la valeur de mon point image. Donc, vous voyez comment, en utilisant les coordonnées homogènes, translation, rotation et tout ça, vous voyez comment j'ai réussi à tout exprimer sous format de matrice et incluant, par exemple, les points ici, c'est un vecteur. Mais si vous mettez plein de vecteurs un à la suite de l'autre, ça devient une matrice. Donc, vous pouvez représenter aussi votre monde 3D comme étant, dans le fond, une matrice. Et tout ça ne devient que des opérations matricielles, sauf ici, j'ai une opération de division. Là. Et ça fait donc, encore là, imaginez que vous avez vu le ARP-STAM tout à l'heure, quand on voyait des centaines, sinon des milliers de points dans les cartes 3D. Et souvent, on va utiliser ce qu'on appelle l'erreur de reprojection. D'ailleurs, vous devez faire un travail là-dessus dans le TP. Donc, on va simuler ce que je devrais voir. Puis, ce qu'on veut faire, c'est minimiser l'écart entre ce que je devrais voir et ce que j'ai réellement vu. Puis, comment être capable de générer l'image qu'on s'attendrait à voir, c'est avec justement ces modèles de caméra-là. Donc, le fait que ce soit toutes des matrices, le calcul matriciel est hyper optimisé dans les librairies. C'est-à-dire que c'est
même des cartes qui contiendraient des centaines de milliers de points, ça peut très, très vite se traiter parce qu'on travaille juste en matriciel ici. Et aussi, le fait que ce soit c'est peu de lignes de code, ben, les chances de faire une erreur dans votre code sont relativement faibles. Donc, par pitié, lorsqu'on travaille en 3 dimensions, même en 2 dimensions, là, dès qu'on travaille avec des caméras, qu'on travaille avec des rotations, translations, faites toujours, toujours, toujours ça en coordonnées homogènes. Ça peut vous sembler un peu mystérieux au début, mais je vous le dis, si vous faites des sinus, cosinus à la mitaine et des additions, vous n'allez pas y arriver. Alors qu'avec les données homogènes, c'est uniforme, c'est très beau, c'est très clean. On aime ça. Alors, pour le TP, prenez note, faites ça en coordonnées homogènes. Ça va être beaucoup plus simple.